Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons l'agriculture biologique. Nous sommes en Alsace, dans le Bas-Rhin, où se déroulait du 14 au 16 septembre 2018 à Obernai, la 15e édition de Bio Bernais, avec le fondateur et directeur de ce salon de l'agriculture biologique. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Maurice Meyer, bonjour. Bonjour. Maurice Meyer, le salon bio Obernai, 15 ans déjà. Oui, 15 ans déjà. Nous sommes très contents d'avoir 15 ans enfin. C'est l'âge de l'émancipation peut-être. On fait souvent la référence, quand on parle de salon bio, plutôt à Rouffach pour les plus anciens qui ont connu, ensuite Colmar. Est-ce qu'il y a une référence à ce salon historique à Colmar? Est-ce qu'il y a une filiation? Est-ce qu'il y a une réaction? Est-ce qu'il y a une dissidence? Ou est-ce qu'il y a tout simplement une personnalité spécifique? Bon, moi j'irais sur le terme le plus intéressant, une personnalité spécifique. J'ai un peu tendu la perche là. Effectivement, je connais Rouffach depuis, je sais pas, j'allais dire 35 ans. Et donc j'y allais comme visiteur d'abord, puis comme exposant, et encore comme exposant. Et puis à certains moments, j'ai même participé aux travaux de leur comité d'organisation pour savoir un peu comment ça marche, en leur expliquant tout de suite mon intention de créer une manifestation aussi dans le Bas-Rhin. Donc sans problème, sans dissidence, sans quoi que ce soit. Donc j'ai fait partie un peu pour apprendre et c'est ce que je leur avais demandé. Version barinoise de la foire de Colmar? Tout à fait. Le Haut-Rhin, vous savez que c'est quelque chose et le Bas-Rhin, c'est autre chose. Donc, et le tout, ça fait l'Alsace. Et vous, vous êtes Grand Est. Donc tout va bien. Ça, je ne dirai pas jusque-là. C'est dans notre débat. Mais d'ailleurs, tiens, puisque vous en parlez, Maurice Meyer, on va mettre les pieds dans le plat. On s'est aperçu que sur les banderoles, vous avez découpé soigneusement les logos Grand Est. Donc nous n'avons rien découpé du tout, ni soigneusement, ni pas soigneusement. Donc on a des soucis de vandalisme dans un coin. Et effectivement, même les affiches de France 3 Grand Est ont été saccagées. Et donc depuis quelques mois, toute la communication dans le coin avec le logo Grand Est a été saccagée. Alors que le Grand Est est effectivement notre partenaire institutionnel de la manifestation qui a pris la relève de la région Alsace avec les changements que vous connaissez. Et qui ne sont peut-être pas terminés de changer du reste. Mais effectivement, ce n'est pas le sujet. 250 exposants, Maurice Meyer, au salon Bio Obernai. Oui. C'est considérable. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Que proposent-ils? Bon, il y a à peu près 70 producteurs, une trentaine de transformateurs, quinzaine, vingtaine de distributeurs. Donc ça veut dire que la filière est présente en masse. Alors que des fois, vous allez sur des foires bio où il n'y a quasiment pas de producteurs. C'est bizarre des fois. Et donc moi, mon objectif, c'est que moi-même, je suis producteur bio en Déméter depuis 25 ans quasiment, à 6 km d'ici. Et c'est ça qui m'a mené à organiser cette manifestation afin de faire la promotion de l'agriculture biologique pour la production et pour la consommation. Et donc nous, on adore les producteurs, bien sûr d'abord, puis les transformateurs, puis les distributeurs. Et puis effectivement, la deuxième partie, 50% d'exposants, c'est tout ce qui est mode et stylisme, beauté, cosmétique, bien-être, tout ce qui va avec un style de vie écologique. 15 ans déjà, ça veut dire que vous avez probablement vu vous-même évoluer à la fois l'offre, mais aussi surtout la demande, le profil du public, Maurice Meyer. Oui, bon, depuis le début, l'objectif, c'est de toucher les nouveaux clients potentiels, c'est-à-dire tout simplement Monsieur Tout le Monde. Et l'objectif, c'était pas faire une manifestation pour les gens qui connaissent déjà tout par cœur. Vous voulez dire sortir des exposants écolos qui proposent pour des écolos? Oui, tous les écolos sont les bienvenus, avec plaisir. Ils nous donnent beaucoup de coups de main d'ailleurs, on a beaucoup de bénévoles, il y a beaucoup d'écolos dans nos bénévoles. Mais l'histoire, c'était de toucher un autre public pour que le bio, ça devienne l'affaire de tout le monde. Parce que le producteur tout seul ne peut pas protéger l'environnement. Le producteur tout seul ne peut pas faire d'agriculture naturelle. Il faut qu'il ait le soutien de tout le monde. Bien sûr du consommateur, parce que produire sans qu'il y ait de consommateur qui valorise le produit et qui paye à son vrai prix derrière, ça ne marche pas. Mais les associations de protection de l'environnement, les associations de protection de consommateurs, les institutionnels, les entreprises, il faut que tout le monde soutienne cette agriculture. Vous savez, en France, il y a 2% de la population qui travaille pour nourrir les 98 autres. Donc ces 2% ont besoin de soutien pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions équitables et écologiques.
Pour autant, les 2% qui restent pour nourrir les 98% ne peuvent pratiquement le faire que lorsqu'ils sont dans une agriculture intensive et chimique. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi à revoir un modèle agricole d'une part, et est-ce que vous militez dans ce sens, Maurice Meyer ? Donc ici, nous ne militons pas, nous proposons des solutions différentes. Donc c'est comme la communication. Et Ève, tu me parlais de médias positifs. L'objectif c'est de parler de qu'est-ce qu'on peut faire. Si on commence à parler sémantique, on n'a pas fini, mais on est d'accord sur les termes. Qu'est-ce qu'on peut faire effectivement pour que ça aille dans le bon sens. Et là, la différence, c'est nos thèmes, c'est le bien-être animal, c'est le végétal, c'est l'entreprise citoyenne, c'est l'intelligence collective, c'est l'écomobilité, c'est la viticulture, c'est protection de l'eau, etc. Donc des thèmes qui vont vraiment tous dans ce sens, quoi. Donc on propose des choses nouvelles à Monsieur Tout-le-Monde, donc qui est notre public, afin qu'ils prennent conscience de tout ce qu'ils peuvent faire eux au quotidien, et on sait que c'est ça qui va faire changer, évoluer tout doucement les choses. Et nous voulons participer à cette évolution de façon positive. Mais les choses changent, on le voit d'ailleurs ici dans les allées de ce salon. J'ai un peu du mal à dire allées parce que quand on dit salon, on pense bien sûr à un espace couvert. On est ici en pleine nature. J'imagine que, et c'est d'ailleurs très agréable parce qu'aujourd'hui, 16 septembre 2018, il fait très beau. Alors en revanche, quand il pleut, vous allez m'expliquer comment vous faites, mais surtout je voudrais revenir sur le profil du public. Juste pour répondre à votre question, du public, je vous laisse la parole juste quand après. Il pleut, on est mouillé. Je la parole juste après, pas que peut-être, mais c'est ce public qui change. Comment faites-vous pour attirer précisément ce nouveau public ? Voilà, vous allez pouvoir discuter avec notre responsable communication qui est assise à côté de moi et qui va vous répondre tout à l'heure aussi. Mais l'idée, c'est de faire une communication jeune, dans l'air du temps, positive, qui va dans le bon sens. Et effectivement, entre guillemets, de faire venir des gens qui veulent s'informer, qui veulent savoir comment ça marche et qui veulent comprendre qu'est-ce que c'est que tous ces sujets, qu'est-ce que c'est l'agriculture biologique. Et là, ils peuvent discuter avec les producteurs. Donc c'est vraiment un espace d'échange, non pas virtuel, mais réel. Ça fait très longtemps que vous proposez ça. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est dans l'air du temps aujourd'hui qui fait que les gens franchissent le pas et viennent vers des producteurs bio qui existent depuis fort longtemps, mais qui avaient un peu cette image de gens sectaires, de gens un peu allumés ? Est-ce que les choses changent à ce niveau-là ? Ah oui, les choses changent beaucoup à ce niveau-là. En 1991, il y avait 40 ou 50 producteurs bio en Alsace. Maintenant, il y en a 700. Et donc, même dans le profil des producteurs, ça change complètement. Donc, c'est beaucoup plus ouvert, il y a beaucoup de viticulteurs, donc les gens sont moins écologistes hard et les gens essaient de concilier et ils ne vont pas agresser les autres avec leurs idées. Donc, c'est très important pour nous en termes d'état d'esprit ici, le respect des idées des autres. Nous ne sommes pas là pour imposer des idées, nous sommes là pour proposer des intervenants qui ont leurs idées et là-dedans, vous faites votre choix. Et vous mettez en place ce que vous voulez. Ici, on parle beaucoup de végétaux cette année parce que c'est le thème, vive le végétal. On vous propose des glaces véganes ou du fromage vegan, mais moi j'adore le fromage de comté. Et donc c'est pas parce qu'on vous propose un atelier fromage vegan qu'il faut laisser tomber le comté avec ses belles montagnes, ses vaches montbéliardes, etc. Est-ce qu'il y a de la place pour les deux formes d'agriculture, selon vous, Maurice Meyer ? Je veux dire par là, d'un côté, une agriculture conventionnelle qu'on va appeler chimique, polluante, et une agriculture respectueuse de l'environnement, biologique. Donc l'agriculture chimique polluante ne devrait pas avoir d'avenir. Parce que le problème de la pollution, c'est qu'on pollue l'eau, on pollue l'air, on pollue les aliments. Ça fait longtemps qu'on en parle. Et l'agriculture, entre guillemets, conventionnelle est en train de prendre conscience qu'il faut changer et que les citoyens, la société n'acceptent plus ça. En plus, on distribue des milliards de subventions chaque année avec peu de contrepartie. Donc le système doit changer, ça c'est clair. Donc les agriculteurs commencent à en être vraiment conscients. Donc ça va changer. Bien sûr, dans tout marché segmenté, donc les gens qui veulent acheter que bio, ils vont aller vers le bio. Les gens qui sont plutôt local, ils vont d'abord acheter local. Si c'est bio en plus, c'est positif. Et après, on a les gens qui ont peut-être moins de moyens et qui vont acheter du hard discount. Donc chacun a un peu son chemin à faire. Mais l'agriculture qui ne fait plus attention à l'environnement, ça n'existera plus dans quelques années. Et même les agriculteurs le savent. Combien de temps ? Combien de temps, je ne sais pas. Je ne suis pas encore devin. Et il va falloir repasser pour me reposer cette question. On passera pour voir tous les ans. Alors, je disais tout à l'heure, quand il fait beau, c'est magnifique ici à Bio-Bernay, quand il pleut. Donc quand il pleut, on est mouillé tout simplement. Donc, par exemple, l'année dernière, il a plu pendant 3 jours, par demi-journée entière. Et on ne sait pas encore quelle sera la fréquentation exacte ce week-end, mais on est quasiment au même niveau de fréquentation. Donc, et entre 2017, 3 jours de pluie quasiment. 3500 visiteurs de plus qu'en 2016.
ou il a fait beaucoup meilleur en termes de météo. Ça veut dire que ce n'est pas la météo qui fait la pluie ou le beau temps en termes de chiffre de visiteurs de Biot-Bernay, et ça c'est une bonne chose. Ça veut dire que c'est un mouvement de fond. Des fois quand il fait trop beau, les gens préfèrent aller faire un petit tour en montagne dans la nature pure plutôt que d'aller sur une manifestation. Donc ça ne joue pas toujours en notre faveur, et en 2004 il faisait plus 35, les gens dormaient sous les chapiteaux pendant les conférences, c'était pas agréable du tout. Donc en agriculture, vous savez, on aime bien le temps qui change, un peu de pluie, un peu de fraîcheur, à nouveau un peu de soleil. Mon grand-père disait le mauvais temps, c'est le temps qui dure trop longtemps. Tout à fait. À la foire de l'Est, pour 2 pommes, une petite taupe, mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour 2 pommes, une petite taupe, mon père m'avait acheté. Soudain la chatte mange la taupe, qu'à la foire mon père m'avait acheté. Soudain la chatte mange la taupe, qu'à la foire mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour 2 pommes, une petite taupe, mon père m'avait acheté. Soudain la chienne mord la chatte qui mangeait la taupe, qu'à la foire mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour 2 pommes, une petite taupe, mon père m'avait acheté. Soudain la trique frappe la chienne qui mordait la chatte, qui mangeait la taupe, qu'à la foire mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour 2 pommes, une petite taupe, mon père m'avait acheté. Soudain la flamme brûle la trique qui frappait la chienne, qui mordait la chatte, qui mangeait la taupe, qu'à la foire mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour 2 pommes, une petite taupe, mon père m'avait acheté. La flamme qui brûlait la crique, qui frappait la chienne, qui mordait la chatte, qui mangeait la taupe, qu'à la foire mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour 2 pommes, une petite taupe, mon père m'avait acheté. Soudain la bête vient boire la verse, qui ruinait la flamme, qui brûlait la crique, qui frappait la chienne, qui mordait la chatte, qui mangeait la taupe, qu'à la foire mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour 2 pommes, une petite taupe, mon père m'avait acheté. Et les gorgeurs frappent et tuent la bête qui buvait la verse, qui ruinait la flamme, qui brûlait. Nous sommes toujours au salon Bio Aubernais, à Aubernais, forcément dans le Bas-Rhin, en Alsace, où se déroule depuis 15 ans, tous les 2e week-ends de septembre, ce salon dédié à l'agriculture biologique, au bien-être animal, au bien-être humain, bien sûr, à la construction, aux vêtements, etc. Et Maurice Meyer, que l'on vient d'entendre tout à l'heure, qui est le fondateur de ce salon Bio Aubernais, j'évoquais avec lui la communication. Et ça tombe bien, puisque nous sommes cette fois-ci avec Ève Levanen. Bonjour Ève. Bonjour. Vous êtes, vous, responsable des relations de presse ici sur ce salon Bio Aubernais, une professionnelle des relations de presse dans un monde globalement écolo. C'est quand même très singulier et très nouveau, non? Il paraît, on me le dit souvent, il paraît. Maurice Meyer, je crois, a toujours eu conscience de l'importance de la communication et un jour a décidé de faire appel à une professionnelle. Et il se trouve que nous nous connaissions par ailleurs et nous partageons les mêmes valeurs à titre personnel et j'ai eu envie de relever ce défi qu'il m'a proposé. Alors, je faisais remarquer tout à l'heure à Maurice Meyer que le public, alors non seulement les exposants changent, on le voit, ça se professionnalise très clairement depuis 15 ans,
Le public aussi change. Là aussi, c'est très net. C'est grâce à une forme de communication particulière. Maurice Meyer a parlé de nouvelles communications que vous mettez en œuvre, Ève Levanen. Oui, on a... Bon, je ne suis pas l'inventrice de la communication qui existait déjà un petit peu avant moi, qui avait été initiée, on va dire. Je la renforce et je la développe depuis que je suis là, depuis 4 ans. Nous avons opté pour une communication résolument moderne, jeune, qui suit les codes de la com actuelle, des tendances actuelles, avec une forte imprégnation de l'image. Et donc nous cherchons constamment à utiliser ces codes qui parlent au plus grand nombre, et en particulier aux plus jeunes et aux nouvelles générations. C'est un public qu'on cherche particulièrement à toucher. On sait que beaucoup ne sont pas sensibles à l'environnement, mais en même temps, une grande part de cette jeunesse s'ouvre quand même, notamment à l'écologie. Et pour se faire entendre, on doit utiliser les codes de communication actuels. Sinon, Et est-ce que les professionnels aussi, les producteurs notamment, acceptent aujourd'hui la nécessité de la communication? On sait bien que la nature a horreur du vide. Si ce ne sont pas les discours écolos qui sont présents dans l'espace public, eh bien ce sont ceux des producteurs conventionnels ou chimiques ou de l'industrie chimie dans sa globalité. Est-ce qu'il y a là aussi une progression dans la manière dont les écolos, je mets des guillemets bien sûr, acceptent le principe même de la communication? Et que si tous les écolos se mettaient à communiquer, peut-être que le monde changerait. Alors, on va dire les anciens ou les générations passées ont beaucoup de mal avec cette notion de communication. Ils ne la comprennent pas, ils n'en comprennent pas les codes. En revanche, les trentenaires actuels, la génération, je ne sais plus si c'est Y ou même la génération Z, aujourd'hui sont de fervents communicants. Sans même s'en apercevoir d'ailleurs, c'est leur mode de vie, quoi. Ils sont nés avec les réseaux sociaux par exemple, ou ils sont nés avec ça. Donc pour eux c'est complètement c'est dans leur ADN, je pourrais même dire ça. Et pour eux c'est évident qu'on doit passer par des communications communautaires, par des regroupements, et c'est un langage que... On n'en est plus au débat, faut-il imprimer ou pas des documents en couleur? Non, pas du tout, on n'en est plus là. Ça devient même, aujourd'hui, Bio-Bernay par exemple a reçu un label l'année dernière, nous avons été labellisés à un niveau d'excellence pour toutes les actions que nous menons en termes écologiques, et notamment sur la réduction des déchets et notamment de l'impression du papier. On va bien sûr aller à la rencontre de quelques exposants. On ne pourra bien sûr pas tous les rencontrer. Vous vous rendez compte, 250 exposants ici à Bio-Bernay, deuxième week-end de septembre 2018. C'est tous les ans à peu près à la même période, donc exactement à la même période, deuxième week-end. Bon, on va quand même essayer d'en rencontrer quelques-uns. Merci Ève Levanen. Merci à vous. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Alors, puisque nous avons rencontré Maurice Meyer, fondateur de ce salon Bio-Bernay ici en Alsace, et puis sa chargée de relations de presse, Ève Levanen, sur la terrasse des cafés Satie, eh ben, allons les voir précisément sur le stand. Patrick Hübscher, bonjour. Bonjour. Patrick Hübscher, vous êtes directeur commercial des cafés Satie, une maison fort connue en Alsace, une vieille maison très connue en Alsace, et bien au-delà, bien évidemment. Vous n'avez pas toujours été en bio? Non, Satie, oui, troisième génération d'une maison familiale, donc plus de 90 ans, mais 18 ans de café bio derrière nous, donc bientôt les 20, bientôt un bel anniversaire, et bientôt aussi un bel anniversaire, toujours avec Bio-Bernay, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans la bio? J'imagine bien sûr que c'est une demande. En même temps, il y a 18 ans, c'était encore un pari risqué pour une maison comme la vôtre? Oui et non, Paris pas si risqué que cela, parce qu'en regardant un petit peu ce qui se faisait dans le triangle suisse, allemand et alsacien, on va dire, on avait pas mal de retard. Et puis on a vu un petit logo sympa qui s'appelait le logo Transfert pour les Allemands, Fairtrade pour les Suisses et Max Havelaar pour les Français. Donc on s'est mis tout de suite sur cette notion de double label, à la fois bio et Fairtrade.
je dirais à travers les expériences qu'on a pu avoir juste dans la suite, dans les années qui ont suivi ce lancement, on était très fiers. Et voilà, ce jour, pour nous, pratiquement, c'est la deuxième meilleure vente de notre gamme de produits. Donc voilà, notre bio a fait son chemin et c'est pas fini. Est-ce que ça veut dire, Patrick Hübschler, que la présence, justement, la proximité, vous disiez à l'instant, de la Suisse, de l'Allemagne, impacte les producteurs alsaciens en se disant les Allemands, les Suisses sont en avance dans la bio? Alors de tout temps, dans le couloir rhénan, on a eu des possibilités d'achat de café vert, je dirais, un peu plus chanceux que le restant de la France. Ce qui fait qu'au niveau de l'approche des cafés premium, des cafés plus arabica, on a eu cette habitude d'acheter des cafés plus haut de gamme, plus rapidement, et donc aussi des cafés, je dirais, organiques, bio, plus rapidement, à coup sûr que sur le restant du territoire français. Je m'étonne, Patrick Hübschler, que vous n'ayez pas encore parlé de vos nouvelles capsules expresso biodégradables. Vous n'avez pas encore posé la question, mais c'est chose faite. C'est vous le directeur commercial. Avec grand plaisir, parce que c'est un peu mon bébé qu'on a lancé il y a 3 ans de cela, avec beaucoup de succès. Maintenant, on fabrique pour beaucoup de gens, avec pratiquement une exclusivité sur le marché français. On est donc sur un produit sans métaux, sans alu surtout, puisqu'on ne va pas rentrer dans la polémique d'une grande maison suisse avec tout en aluminium. Mais l'intérêt à ce jour d'avoir à la fois un produit biosourcé, donc soit d'amidon, à la fois sucre de canne, maïs, papier sur le dessus, et compostable, donc compostable sur du compost température assez élevée, donc home compost, mais home compost haute température, ou alors plutôt compost industriel, ce qui me semble être une voie d'avenir. Qu'est-ce que ça change dans votre entreprise, Patrick Hübschler, la pratique de la bio? Ouais, c'est une démarche aussi. Alors, j'attache toujours bio, commerce équitable, parce que nos produits, pratiquement tous les produits qu'on fabrique pour plein de gens, sont souvent ce qu'on appelle le double label. Et c'est une approche aussi de sourcing de matières premières. On travaille beaucoup avec des coopératives. Là, on travaille à peu près par an avec, je crois, 37 coopératives différentes. C'est beaucoup, c'est nombreux. Il y a pratiquement 20 tonnes de café bio qui entrent toutes les semaines dans notre usine. C'est énorme. Et d'être un des gros opérateurs français sur le marché du bio, ça change une philosophie, une façon d'être, une proximité aussi, parce que tout ça, le côté locavore, on n'en a pas parlé, mais ça c'est vrai pour l'ensemble de la gamme Sati. Mais voilà, d'accrocher, d'expliquer, comme aujourd'hui là sur la foire bio, de parler beaucoup. C'est compliqué d'être locavore avec du café, non? Le quoi? C'est compliqué d'être locavore avec du café. Alors, c'est compliqué, oui et non, parce qu'en moment, il n'y en a pas au Saint-Odile, ça tout le monde le sait, pas encore. Avec le changement climatique, peut-être à un moment donné, ça va pousser, il ne faut pas qu'il gèle, donc ça arrivera. Mais d'un autre côté, après, on peut quand même avoir un réseau court à partir du moment où on peut être proche. Enfin, vous connaissez tous la façon de faire, ça reste quand même intéressant. Ici, on est encore un peu plus direct par rapport à la grande distribution, donc c'est chouette, c'est chouette. Aujourd'hui, Sati propose des cafés bio et des cafés pas bio. Sati 100% bio, c'est pour quand? Alors c'est pas pour tout de suite, parce qu'il y a une attache sur un certain nombre de produits de nos clients, qui ne comprendraient pas pourquoi, etc. On en produit, je donne souvent un exemple, qui est sur un Sati rouge, qui est un mélange à base de Robusta qui est très très fort. À ce jour, vous ne pouvez pas sourcer sur du Robusta, par exemple. Vous sourcez, ça coûte 4 fois plus cher. C'est pas le moment. Et puis sur les plantations, des choses qui ne seront pas. Le Brésil, il s'en fiche complètement. Seulement le Brésil, c'est 40-45% de la production mondiale. Donc voilà, c'est le café tout bio au niveau du sourcing, c'est pas pour demain, même s'il y a une évolution très 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 importante, c'est chouette. Une évolution, une volonté chez nous aussi, de passer d'ici step by step, plusieurs packaging. Donc ça sera peut-être un jour, mais pas pour tout de suite. Voilà. Patrick Hübschler, votre stand de Sati alors je ne sais pas si c'est en fait exprès, mais il est juste à côté des pâtes grand-mère, là aussi une entreprise très connue en Alsace, qui n'a pas non plus toujours été bio. Est-ce que ça veut dire que les grandes marques, les anciennes enseignes se mettent au bio parce que c'est une opportunité, voire une nécessité? La réponse très courte, les pâtes grand-mère. Il y a le café Sati et les pâtes grand-mère, mais il n'y a pas
le café grand-mère et les pâtes Satie. Hein. Mais bon, on est très très amis et puis les idées, on les a souvent ensemble. Et donc, dans l'approche, grand-mère arrivait beaucoup plus tard sur le bio parce qu'effectivement, il n'y avait pas cette possibilité-là. Il y a un marché à prendre, ils sont dessus. C'est bien, on a une proximité parce que Club des saveurs d'Alsace, parce que plein de choses. Et puis, du coup, si on arrive à faire créer en fait une envie pour tout le monde de développer, c'est chouette. Ouais. Voilà. Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica, noir et bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller. Où est-ce que tu vas? Me crie mon aimé. Prenons un kawa, je viens de me lever. Étant en avance et un peu forcé, je change de sens et reprends un café. À 8h moins le quart, faut bien avouer, les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer. Mais je reste calme, je sais m'adapter. Le temps qu'ils arrivent, j'ai le temps pour un café. La journée s'emballe, tout le monde peut bosser, au moins jusqu'à l'heure de la pause café. Ma secrétaire entre, fort comme vous l'aimez. ah mince, je viens d'en prendre, mais maintenant qu'il est fait, un repas d'affaires, tout près du sentier. Il fait un temps super, mais je me sens stressé. Mes collègues se marrent. Et bonsoir, Olivier. Prends mon cigare et un petit café. Une fois fini, mes collègues crevés appellent un taxi, mais moi j'ai envie de sauter. Je fais tout Paris, puis je vois un troquet. Je commande un déca, mais en caféiné. J'arrive au bureau, ma secrétaire me fait. Vous êtes un peu en retard, je me suis inquiété. Je la jette par la fenêtre, elle avait bien cherché. De toute façon, il faut que je rentre, et avant un café. Attends dans le métro, je me fais agresser. Une petite vieille me dit, Vous avez l'heure, s'il vous plaît? je lui casse la tête et je la pousse sur le quai. Je file à la maison et je me sers, devinez. Papa, mon papa, en classe, je suis premier. Putain, mais quoi? Toi, arrêtez de me faire chier. Mais qu'il est con ce gosse, en plus il a chialé. Je vais faire ma cuisine, il reste un peu café. Ça fait 14 jours que je suis enfermé. Je suis seul dans ma cuisine et je bois du café. Il faudra bien que je dorme, une flic vont me choper. Alors je cloue les portes et je reprends du café. Nous sommes toujours à Bio au Bernay en ce deuxième week-end de septembre 2018 et parmi les 250 exposants ici sur ce salon, tiens, on va s'arrêter sur celui de Kevin Guts. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors je m'arrête ici parce que vous avez un stand qui propose des choses à la fois bien sympathiques à manger, donc un stand évidemment où les gens peuvent se restaurer en bio forcément, parce que c'est votre métier. Parce que c'est notre métier de restaurateur de base. Et puis, je suis devenu paysan également. Alors, votre ferme s'appelle la ferme de la Coccinelle. Vous êtes à Witternheim, c'est entre Sélestat et Benfeld, en Alsace, et en Bas-Rhin en particulier. Oui, c'est ça. Et donc, vous disiez que c'est votre métier, mais vous étiez au départ restaurateur paysan. Comment ça s'est passé? Dans quel ordre? J'étais restaurateur dans un premier temps, et puis je suis devenu paysan dans un second temps. Et puis, avec ma femme et notre meilleur ami, on a décidé de créer un restaurant à la ferme et de revenir à notre premier métier qu'on a appris et de pouvoir transformer tous nos produits à une remise directe au consommateur jusqu'à dans l'assiette. Et vous êtes fils de paysan? Vous êtes enfant de la terre ou c'est un retour à la voie? Pas du tout. Né au rural? On est revenu au rural parce que c'est ma femme, donc l'exploitation vient du côté de ma femme. Et donc mes passe-temps du week-end de la restauration sont devenus mon métier principal aujourd'hui, métier de paysan. Alors un restaurant à la ferme, on connaît, ce sont les fermes auberges, entièrement bio, c'est plus rare et peut-être même unique en Alsace. C'est plutôt rare, pas forcément unique, mais avec une diversité comme la nôtre, c'est presque unique parce qu'on propose quand même 3 viandes issues de notre élevage, donc le porc, la volaille et les veaux, et les 3 intégralement issus de notre élevage. Et c'est peut-être plutôt ça qui va être unique chez nous, c'est que dans notre restaurant, si on mange un de ces 3 animaux, il va venir de chez nous, quoi. Circuit on ne peut plus court. On parle souvent de la fourche à la fourchette. La ferme de la Coccinelle, Kevin Guts, a toujours été en bio, et votre métier de cuisinier, vous avez toujours été sensible au bio ou c'est une découverte?
Non, on a appris dans des endroits où on nous a sensibilisés au bio, mais surtout à la qualité d'un produit, ou à la qualité gustative, nutritionnelle. Et c'est ça vraiment qu'on retrouve dans le bio. C'est des produits beaucoup plus sains et surtout beaucoup plus savoureux. Et c'est de là découle le bio naturellement. L'ouverture du restaurant est assez récente. Comment ça se passe ? Donc on a ouvert en 2014. Et donc ça a 4 ans d'existence. Donc c'est relativement jeune, mais ça a déjà quelques années. Et puis voilà, aujourd'hui on se diversifie même dans une gamme de produits cuisinés prêts à réchauffer pour le consommateur pour qu'il puisse consommer en moins de 10 minutes chez lui à la maison. À vous entendre, Kevin Guts, tout ça paraît d'une telle évidence. Est-ce qu'on peut espérer que ce type de démarche se développe encore davantage et que, ma foi, le consommateur puisse avoir enfin accès aussi à des produits de qualité en circuit court et en bio ? Bien sûr, je pense que c'est vraiment dans l'air du temps et que ça se développera de plus en plus. Mais même pour nous, on est en train de se développer sur Strasbourg avec un projet qui est très savoureux, qui se passera à la manufacture de tabac, à la Cruteno. Et là, on en attend beaucoup et je pense que les consommateurs strasbourgeois nous attendent aussi beaucoup. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Alors moi, j'ai également envie de savoir un peu ce que pensent les visiteurs ici de ce salon bio Aubernais. À Aubernais, comme son nom l'indique, nous sommes le dimanche 16 septembre 2018. On s'approche d'un visiteur, d'un couple. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom ? Michel. Michel, est-ce que vous êtes un visiteur habituel de ce salon bio Aubernais ? Non, on a aucun cas, c'est la première fois qu'on vient. D'accord, et pour quelle raison ? Pour découvrir tout ce qui se passe au niveau biodiversité, trouver des choses importantes, intéressantes, que ce soit au niveau jardinage ou bien alimentaire. Et vous êtes quelqu'un de déjà convaincu, vous êtes déjà consommateur bio habituel ou c'est une découverte ? Forcément, on est toujours un peu. Même si ce n'est pas au jour le jour, mais on l'est tous à peu près. En fait, c'est ce qu'on recherche de plus en plus. Et qu'est-ce que vous découvrez en particulier ici, par exemple ? Qu'est-ce qui pourrait faire que vous allez devenir encore un peu plus bio ? Vous avez par exemple les produits cosmétiques, tels que les savons, etc., les huiles essentielles, tout ça. D'autres choses aussi, par exemple au niveau des isolations thermiques de la maison. Ensuite, il y a les nouveaux systèmes de chauffage. Par exemple, les poêles à granulés. Toutes ces choses en fait que vous découvrez. Qu'on découvre. Comment est-ce que réagit votre entourage ? Est-ce que on comprend votre démarche ? Est-ce qu'il y a des gens qui, dans votre famille, disent « Ah bon, tiens, tu vas au salon bio Aubernais, j'irai bien avec toi ?» Oui, en fait, si je suis présent aujourd'hui, c'est parce que hier, j'avais quelqu'un chez moi et qui m'a dit « Tiens, il y a le salon du bio à Aubernais. » J'ai dit « Tac, je viens. » Et forcément, comme vous dites, ça peut amener pas mal de monde et je pense qu'il y a de plus en plus de personnes intéressées à ce stade pour le bien-être. Donc on vous retrouvera ici sans doute comme visiteur l'année prochaine. Je pense. Merci Michel. Il n'y a pas que des producteurs de choses à boire et à manger ici au salon bio Aubernais. C'est tous les ans au deuxième week-end de septembre depuis 15 ans. La preuve, nous sommes ici sur le stand de Moher la vie, côté douceur de Vinciane et Philippe Genoux. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes producteur de Moher. Ça veut dire quoi, Vinciane ? Alors le Moher, c'est le nom très précis de la fibre de la chèvre angora. Donc la chèvre angora, pourquoi angora ? Parce que c'est une chèvre qui vient de Turquie à l'origine, dans une ville qui s'appelait Angora dans le temps, qui est ni plus ni moins Ankara. Et vous êtes aujourd'hui dans le Haut-Jura et la chèvre angora s'y plaît bien ? Plutôt pas mal, oui. Nous sommes à 1200 mètres d'altitude avec un climat qui est très sain. Donc tout se passe plutôt bien. Alors tout ce que vous avez là sur votre stand, c'est vous qui produisez, Vinciane Genoux ? Oui, alors nous produisons la matière première. Mon mari Philippe donc tond 2 fois par an. Et ensuite, nous confions nos toisons à des artisans façonniers. Les toisons, c'est tout ce que vous avez récolté, les chèvres. Tout à fait. Après la tonte, nous avons donc ce qu'on appelle une toison. Donc la tonte a lieu donc 2 fois par an. Ensuite, je vais trier toutes les impuretés qu'il pourrait se trouver dans les toisons, faire mes catégories de laine, parce qu'en fait, le mohair a une finesse qui peut être différente d'un animal à l'autre. Bien sûr. Et nous ne produisons pas le même produit.
Donc ça va de la catégorie 1 à 4, on va dire, pour donner une idée. Alors, on ne va pas aller jusque dans ce Et détail-là. on peut faire toutes sortes de produits avec. Et ensuite, c'est vous qui tricotez, Vinciane? Alors, j'ai des tricoteuses qui travaillent pour nous depuis 11 ans. Nous sommes éleveurs depuis 2007. Donc, depuis 11 ans, j'ai vraiment mes piliers tricot ou crochet, comme je les appelle, ou une amie couturière qui fait une partie couture que je n'ai pas amenée sur ce salon. Combien de chèvres aujourd'hui produisent le mohair que vous exploitez, c'est pas trop le terme, hein, que vous proposez que nous transformons. Voilà. Nous avons une quarantaine de chèvres. Qui ne produisent que de la laine. Elles sont là pour ça. Tout à fait, oui. J'ai fait le choix de ne pas agrandir mon troupeau, de ne pas faire des petits à toutes mes chèvres, parce que je ne voudrais pas justement devoir créer une filière viande, parce que je ne mange pas mes chèvres. Donc voilà, une dizaine de naissances qui permettent d'assurer le renouvellement. Je vends effectivement des mâles reproducteurs parce que nous avons un troupeau très fin. Donc je vends des reproducteurs, il faut bien les remplacer. Et donc les petits assurent cette continuité de l'élevage. Et puis vous avez aussi, parce que je le vois sur votre panneau ici, sur votre stand à Salon Bio Aubernais, vous êtes également table d'hôte, chambre d'hôte ou gîte. Oui, alors à l'heure d'aujourd'hui, c'est la forme de maison d'hôte avec table d'hôte. Voilà, on fait une cuisine bien sûr bio et locale, parfois sans gluten, sans lactose, etc., pour s'adapter à toutes les demandes. C'est votre présence régulière ici au Salon Bio Aubernais. C'est ma deuxième année. Et comment ça se passe? L'accueil du public, peut-être une évolution aussi, une progression de la demande? Alors là, je ne suis pas très objective. Alors tout simplement aujourd'hui, comme vous le voyez, il doit faire peut-être 30 degrés, donc c'est un peu plus compliqué cette année. Mais l'accueil est plutôt très positif. Et par ailleurs, si nous sommes là, c'est parce que nos clients maison d'hôtes nous ont dit « venez à Bio Aubernais ». Donc voilà, nous voilà à Bio Aubernais depuis 2 ans. Et au-delà de la demande ici sur Bio Aubernais, vous qui êtes dans le mohair circuit court, on ne peut pas faire plus court. Oui. Comment ça se passe sur le terrain, l'évolution de la demande là aussi? Est-ce qu'il y a une progression? Alors, c'est vrai que de toute façon, la progression est inévitable parce que les gens nous connaissent de plus en plus. Ça fait quand même 11 ans, donc on a nos habitués, nos fidèles. L'Alsace, c'est vraiment un secteur que j'aime beaucoup. Ça fait peut-être bien 8 ans que je monte sur Strasbourg régulièrement. Voilà, donc j'ai envie de dire Bio Aubernais, c'est un plus pour ma clientèle locale. Merci Vinciane. Je vous en prie. Ok. Musicien maraîcher, qu'as-tu dans la tête? Juste une évidence à rappeler qu'elle est courte la fête. Musicien maraîcher, et pourquoi pas banquier? Ce ne sont que des outils pour une même finalité. Je ne vois qu'un seul objectif dans ma mire: contribuer à éviter le pire, qu'elle ne soit pas morte. La volonté du beau, qu'on se souvienne encore de Chopin et d'Hugo. Peut-être je composerai une œuvre majeure, mais pour l'instant au fond je ne suis qu'un mineur acharné sur son modeste ouvrage, acharné pour ne pas perdre la page. Malgré mes 1m92 je grandis encore, je prends du poids et je deviens plus fort. Et je vole, je vole, je vole, je vole, je vole, car je suis piano. Je vous demande de pouvoir propager ces quelques mots, que les enfants sachent que l'humain est bon, que nous sommes capables de tactile et d'émotion, que tous puissent se dire qu'il y a encore de l'avenir, qu'il y a encore de l'avenir en étant
Maurice Meyer, vous êtes le fondateur ici du salon bio au Bernay qui se déroule cette année, les 14 et 15 septembre 2018. Vous êtes maraîcher en biodynamie, pas trop loin d'ici d'ailleurs, à Valf. La biodynamie, c'est quoi ? La biodynamie, c'est la plus ancienne méthode d'agriculture biologique, parce qu'elle est née en 1924, où les gens s'inquiétaient déjà de l'influence des engrais chimiques de synthèse et des pesticides. Vous imaginez, 1924 ? Déjà bien avant et de la modification génétique de nos plantes, des semences et tout ça. Donc c'était vraiment les précurseurs. Et c'est la première fois que les gens ont pris le temps de poser un cahier des charges. Qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment ? Qu'est-ce qu'on peut accepter ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas accepter ? Et donc on peut dire que la biodynamie est un peu le papa historique du mouvement moderne d'agriculture biologique, qui après a été suivi par des Suisses, Moulin-Roche, Howard en Angleterre, Lemire Boucher bien plus tard en France. Vous-même, vous êtes fils d'agriculteur ? Je suis fils d'agriculteur conventionnel. Justement. Moi j'aime beaucoup ce terme de conventionnel parce qu'on a l'impression que c'est l'agriculture qui fait convention. Moi je préfère parler d'agriculture chimique ou biochimique ou chimique. Non, mon père va m'engueuler quand je vais rentrer ce soir si je dis ça. Alors justement, votre papa était déjà sensible à la question ou c'est une conversion de première génération ? C'est une conversion de première génération. Mon papa n'était pas très sensible au sujet, mais par contre, il n'était pas du tout un utilisateur intensif. Donc, il a toujours été plutôt traditionnel, très limité. Et mon grand-père travaillait. On dirait raisonné. Oui, ce mot n'existait pas à l'époque. Raisonnable, ça c'est sûr, il l'était. Et mon grand-père travaillait encore avec son cheval de trait. Et je me souviens, en tant que gamin, sortir avec le cheval de trait, il a eu beaucoup de mal à se séparer de cette agriculture paysanne. Après, les tracteurs sont arrivés, tout a changé, il fallait produire beaucoup, du maïs comme tout le monde. Donc mon père s'y est mis, mais sans trop exagérer. Donc on était relativement, de nos jours, on dirait raisonné. Et ce choix de reprendre la ferme, c'est inscrit dans vos gènes, Maurice Meyer, ou est-ce qu'il y a eu des hésitations ou d'autres projets professionnels ? Vous savez, quand on est jeune, il y a toujours des hésitations. Qu'est-ce qui se passait déjà il y a 30, 40 ans, on avait honte d'être fils d'agriculteur quasiment. Alors, donc on ne le disait pas. A fortiori dans la bio. et donc on était très discret. Quand on nous envoyait au lycée agricole, on ne le disait à personne. Donc ça faisait bizarre. Alors que maintenant, ça a complètement changé. Maintenant, on a des jeunes, ils ont des diplômes d'ingénieurs, ils ont fait HES, ils ont fait des choses comme ça, qui veulent retourner en agriculture. Donc je trouve ça magnifique. Et ils le clament haut et fort, comme le chanteur-musicien qu'on a eu vendredi soir. Donc tout a changé. Donc ça c'est super. À l'époque on était plutôt discret, on allait au lycée agricole parce qu'on n'avait pas d'autres idées et c'était réglé comme ça. Mais après moi je ne comprenais pas déjà en tant qu'adolescent pourquoi il fallait mettre des produits chimiques de synthèse dangereux. Et la seule chose que je refusais de faire dans les travaux de ferme qu'on avait tous les soirs quand on rentrait de l'école, c'est mettre les engrais et les pesticides de synthèse. Actuel mouvement simplement de mode ou mouvement de fond durable, Maurice Meyer? Donc, vous savez, là, quand moi je m'y suis mis à 30 ans, il y a 25 ans, on disait que c'était un mouvement de mode et que ça va se calmer rapidement. C'est bizarre, 30 ans après, on y est toujours. Et là, le marché bio progresse de 20-25% par an. On a connu tout ça. Et ça n'arrête pas de progresser. Donc, il y a de plus en plus de gens. En termes de consommateurs, et un des grands trucs de la France, c'est qu'on a de plus en plus de producteurs, mais on a aussi de plus en plus de consommateurs. Donc c'est parfait parce que la filière pousse ensemble. Il y a des pays, aux États-Unis, énormément de consommateurs, très peu de producteurs. Et il y a d'autres pays qui sont très producteurs, mais dans des endroits où les gens n'ont pas bon niveau de vie, et donc ils sont obligés d'exporter. Nous, en France, on a vraiment la chance, ça se passe vraiment de façon très harmonieuse depuis 15 ans. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Au salon bio au Bernay, où nous sommes aujourd'hui dimanche 16 septembre 2018, ce salon dédié bien sûr entièrement à la bio, que ce soit l'agriculture, l'habitat, le vêtement, la construction, etc., etc. On est cette fois sous les platanes avec Bernard Wenz, un bénévole depuis les origines en 2014. Bonjour Bernard Wenz. 2004, Eric, 2004. 2004, vous avez bien fait de me rectifier, je me suis mal relu. Bernard Wenz, quand on est comme vous précisément, bénévole depuis 2004, voilà, depuis 15 ans, on est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Coup de cœur, évidemment. Ouais. Et pourquoi parce que pour moi, c'est un salon, c'est une occasion de rencontre. Je retrouve mes amis des associations, des militants, des producteurs, beaucoup de producteurs avec qui j'ai eu des liens de formation avec eux. Voilà, Alors vous dites lien de formation, il faut expliquer cette référence.
J'étais à l'époque au CFPPA d'Aubernais et on avait monté des premières formations adaptées à l'agriculture biodynamique en 2012, en 92. Voilà, chacun son tour. Chacun son tour. En 92, et cette formation existe toujours. Donc c'est du durable. Il faut que ça dure. 2002, Bernard Wenz, le lycée agricole, ou en tout cas le CFPPA, s'intéressait déjà à l'agriculture biodynamique. D'abord biodynamique, je vais vous demander ce que ça veut dire. Et vous étiez précurseur à l'époque. Oui, c'est parce que c'était une occasion de rencontre avec des producteurs qui avaient envie que des jeunes agriculteurs puissent s'installer en biodynamie avec la capacité professionnelle. Il existait déjà plein de formations à l'époque, mais aucune n'était qualifiante. Donc on a bataillé un peu, on ne s'est pas fait avec des amis, mais voilà, la formation existe toujours. Biodynamie, rappelez-nous. Oh, alors, c'est une prise en compte, ça fait déjà, c'est un des membres de la famille de l'agriculture biologique, initié à l'époque par Rudolf Steiner, ça date de 1924, lorsqu'il avait fait ses cours aux agriculteurs. Il y a quand même près de 100 ans. Oui, ça ne nous rajeunit pas. Et donc, il essaie de prendre en compte les influences cosmiques, telluriques, les enjeux de sensibilité du monde animal. Mais sont des plus par rapport au cahier de charge actuel. 2004, Bernard Wenz, les choses ont beaucoup évolué, à la fois chez les producteurs, on devrait dire les paysans, et aussi le public. Oui, bien sûr. C'est un salon grand public, il n'y a plus besoin d'avoir la tenue officielle de l'écolo de base. Ça veut dire Birkenstock Birkenstock et pull de laine, voilà. Oui, même si j'ai rien contre les Birkenstock. Moi, je vois des gens, des Alsaciens normaux, voilà. C'est quoi un Alsacien normal? C'est quelqu'un qui se préoccupe de sa santé, de son cadre de vie, de l'avenir de la planète, de la terre qu'on veut laisser à nos enfants. Voilà. J'ai rencontré plein de jeunes parents et je trouve que le passage d'ado à jeunes parents est un moment de conscience assez important. Quelle est la terre qu'on va laisser à nos enfants? C'était souvent... Est-ce qu'on peut imaginer, Bernard Wenz, que l'agriculture biologique et le mode de vie bio, comme ici à ce salon bio Aubernais, deviennent demain l'agriculture conventionnelle, celle qui fait convention? Alors moi je sais pas, quand je suis arrivé dans le département, moi je regarde un peu, j'ai pas l'habitude de regarder dans le rétro, je préfère que le pare-brise soit plus grand que le rétroviseur. Mais quand même, quand je suis arrivé en 79, il y avait exactement 4 vignerons bio en Alsace. Actuellement, on doit être à 290 ou un peu plus. Voilà. Vous avez donc bien fait d'arriver dans le département. Oui. Bernard Wenz, vous avez aujourd'hui une mission particulière ici sur ce salon bio Aubernais. Non, moi je suis bénévole. Non, vous avez une mission particulière. J'aimerais que vous nous en parliez. Oui, non, rajoutons pas. J'ai organisé avec Maurice Meyer, qui est le grand chef d'orchestre de ce salon quand même, et que je salue au passage pour son dynamisme et sa créativité. J'étais amené à organiser 4 jours pour une délégation d'investisseurs et de chercheurs chinois sur les filières bio. Qui sont venus à Bio Aubernais découvrir ce que fait la France, l'Alsace en particulier dans la filière bio. Oui, je pense que c'est des relations privilégiées qu'a tissé Maurice. Et Maurice Meyer, l'initiateur du salon bio. Et donc ils sont venus, on a visité des entreprises. Ils ont un projet intégré de création sur 300 hectares. Quand on parle des chiffres en Chine, on est toujours déconnecté.
Nous, on rêve tous d'être maraîchers sur 1,2 hectare avec 50 paniers vendus à MAPA circuit court. Là, c'est un projet intégré avec de la production, de la transformation, des restaurants, etc. Alors évidemment, tant qu'on était dans la bio Birkenstock et pull de laine, ça a peut-être un peu du mal à se développer. Aujourd'hui, le risque, Bernard Wenz, est-ce que ce n'est pas, et peut-être que les investisseurs chinois en sont l'éducateur, est-ce que le risque, ce n'est pas une dérive ou une récupération du bio? Si, ce risque existe. Il faut être vigilant sur les valeurs qui sont véhiculées, et les valeurs, pas celles qui sont cotées au CAC 40, les valeurs éthiques, sociales, environnementales, humaines, voilà. Mais je pense qu'on est sur la même planète. Voilà pour ce reportage sur la 15e édition de Bio Bernay, le salon de l'agriculture biologique qui s'est déroulé du 14 au 16 septembre 2018 dans la bonne ville d'Obernai en Alsace, accueillant cette année 240 exposants et près de 23 000 visiteurs. Avec Maurice Meyer, agriculteur en biodynamie, fondateur et directeur de Bio Bernay, Ève Levanen, chargée de communication du salon, Patrick Hupcher, directeur commercial des cafés Satie, Kevin Gutz de la ferme de la Coccinelle, Vinciane Genoux, éleveuse de chèvres angora et créatrice de vêtements en mohair dans l'Ain, Michel, primo-visiteur du salon, et Bernard Wenz, vétéran bénévole de Bio Bernay. Pour en savoir plus et préparer d'ores et déjà votre venue à la 16e édition qui se tiendra du 13 au 15 septembre 2019, rendez-vous sur biobernay.com. Vous avez pu écouter dans l'ordre À la foire de l'Est par le cantautore italien Angelo Branduardi, paru sur l'album éponyme sorti en 1978, Le Café par le groupe Oldelaf et Monsieur D, sorti sur l'album de la maturité sorti en 2009, et enfin Paysan et fier de l'être par le musicien maraîcher alsacien Gabriel Willem, qui s'est d'ailleurs produit cette année à Bio Bernay, paru sur son premier album éponyme sorti en 2018. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.